En février 1916, les Allemands déclenchent cette grande offensive sur Verdun. Philippe Pétain va arriver quelques jours après le début de la bataille. Il arrive, je crois, le 25 ou le 26, alors que la bataille commence le 21. Qui est Philippe Pétain à ce moment-là? Au moment où s'enclenche la bataille de Verdun, le général Pétain est un des officiers supérieurs parmi d'autres. Il a connu quelques succès, alors certains dans des circonstances très difficiles, la retraite de 1914 par exemple, qui lui a valu sa promotion au grade de général. Il est le premier et le seul en 1915 à avoir réussi dans l'Artois une percée. Malheureusement, elle n'a pas pu déboucher, mais il a la réputation d'un homme qui sait très bien préparer ses plans de bataille, organiser ses troupes, d'un homme efficace. Et comme il se trouve qu'il est disponible, c'est ainsi, un peu par hasard, je dirais, qu'il est désigné pour aller prendre la tête des armées à Verdun en février 1916. Donc, il arrive à Verdun, il trouve cette situation quand même assez désespérée pour l'armée française. Quelle va être son action pour essayer de remonter la situation? Alors lorsque le général Pétain arrive à Verdun le 25 février, après le premier choc, la situation est un peu stabilisée et donc il a la charge d'essayer de tenir sur cette position. Le généralissime Joffre, ayant tout de suite à l'esprit qu'une fois que cette stabilisation sera assise, il faudra reprendre l'offensive, puisque c'est son grand cheval de bataille depuis 1914. Or, Pétain va, lui, tout de suite s'orienter vers une défense pied à pied du site de Verdun, de ce qui est déjà préservé, et d'essayer de s'accrocher à ça. Effectivement, même s'il n'est pas l'inventeur de tout ce qu'on lui a prêté dans la bataille de Verdun, c'est vrai qu'il apporte une grande attention et un grand soin à la logistique, en termes d'approvisionnement en denrées, mais surtout en munitions, en armement. Il va être un des premiers à remarquer l'importance de l'aviation, qui est encore une aviation d'observation, et il va mettre en place ce roulement des unités qui va être une très grande caractéristique de Verdun et amener une très grande partie de l'armée française à participer à cette bataille. En fait, il y a deux positions qui sont possibles. Soit vous fixez des troupes à un endroit et c'est elles qui restent pour tenir le front, c'est ce que les Allemands vont choisir à Verdun, soit vous organisez un roulement des troupes pour essayer à la fois d'apporter des ressources fraîches et aussi pour ne pas totalement désespérer ceux qui sont en première ligne. Et donc, à cause de ce roulement qui va faire que donc les 2/3 de l'armée française va passer à Verdun, il y aura cette identification entre Verdun et l'armée française et la France. Ce sera la bataille de toute la France. Pendant la bataille de Verdun, Philippe Pétain va réussir à galvaniser ses troupes, ce qui est un aspect extrêmement important pour lui dans sa conception de l'action militaire. Et il écrit notamment à la fin d'un ordre du jour, je crois, « On les aura ». Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de cette petite phrase sur le moral des combattants et sur le mythe de Verdun? Après qu'une attaque particulièrement violente a été contenue sur le front, Philippe Pétain signe un célèbre ordre du jour, célèbre parce qu'il se termine par « On les aura, courage ». On les aura. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'il n'est pas l'auteur de cette phrase,
ce n'est pas son style, il trouvait ça trop trivial. Et pourtant, il y a une grande identification avec lui, c'est vrai. Cette petite phrase, elle est le symbole, comment dirais-je, de ce rapprochement qui s'effectue entre les troupes et le général. Et très très vite, il personnifie les poilus qui sont sur le front aux yeux de l'opinion et de la presse tant française qu'internationale. Il faut dire que, par pragmatisme, il accorde une grande importance au moral de ses troupes qui passent par le moins de souffrance physique possible. Je m'exprime ainsi parce que Verdun c'est l'enfer physique aussi, et puis de donner de l'espoir à ces combattants, de leur donner de l'espoir non seulement dans l'issue finale de la bataille, mais aussi par rapport à leur propre survie. D'où l'importance de cette relève régulière des troupes qui sont en première ligne. Ce n'est pas par sentimentalisme que Philippe Pétain agit ainsi, mais dans une gestion qu'il estime bien raisonnée des ressources humaines dont il sait qu'elles ne sont pas inépuisables. Et c'est d'ailleurs les mêmes idées qu'il remettra à l'ordre du jour en 1917 quand il va arriver à la tête des armées françaises. Parce qu'en fait, 1917, pour Philippe Pétain, c'est plus important que la bataille de Verdun. Alors que l'histoire et le mythe de Pétain est vraiment associé à la bataille de Verdun, il y a une espèce de dichotomie entre ce que pense l'opinion et la vision que Philippe Pétain a de lui-même pendant cette période. Alors pour paraphraser le cardinal Gerlier, je dirais Verdun c'est Pétain et Pétain c'est Verdun. Il y a une parfaite identification. Du jour au lendemain, ce général, parmi d'autres, est devenu une vedette internationale. Il a été à lui-même le symbole de la bataille de Verdun. Il a été désigné tour à tour comme le défenseur de Verdun, puis son sauveur et finalement son vainqueur. Et voilà, cette image, à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, est absolument associée à sa personne. Alors que lui, paradoxalement, dans son parcours des années 1914-1918, accorde beaucoup plus d'importance à l'action qu'il a eue au moment des mutineries de 1917 pour reconstituer et, estime-t-il, sauver l'armée française et décider en quelque sorte de la possibilité de la victoire. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il a été dénommé le vainqueur de Verdun. C'est que lorsqu'est venu pour les pouvoirs publics le moment de le récompenser pour son action en 1917, il était assez difficile de le distinguer pour avoir su mater les mutineries. Et donc on est revenu un peu en arrière et le président de la République a décoré le vainqueur de Verdun à ce moment-là, et non pas le sauveur d'une armée française en proie à des doutes et à des troubles violents. Vous dites bien, Pétain vainqueur de Verdun, pourtant Philippe Pétain va quitter le terrain, la bataille, au mois de juin, et elle va se terminer par un statu quo, en tout cas une non-victoire des Allemands au mois de décembre. Qu'est-ce qui fait que, malgré le fait qu'il soit si important sur le terrain, on va le remplacer? En fait, dès le mois de juin 1916, Pétain est éloigné du commandement direct par Joffre, qui souhaite une reprise de l'offensive à Verdun et qui en a assez de la concurrence en armement et en hommes qu'induisent les réclamations de Pétain par rapport à son propre projet d'attaque sur la Somme, qui était préparé de longue main avant l'attaque allemande sur Verdun. Et donc
général Pétain est placé un peu en arrière, à la tête du groupe d'armée, tandis que les directions opérationnelles sont confiées sur le terrain à Nivelle et Mangin, qui seront les organisateurs du retour au statu quo de février 1916, puisqu'à la fin de l'année, au mois de décembre, on en revient sur les positions initiales, ce qui induit une sorte de victoire allemande, puisqu'il n'y a pas de victoire française, parce qu'il n'y a pas de victoire allemande. Comment Philippe Pétain vit cette mise en retrait? Alors, le général Pétain vit très très mal cette mise en retrait. Dans un premier temps, c'est vrai qu'il regrette de perdre le commandement opérationnel et il en conçoit une certaine rancœur à l'égard du gouvernement, plus d'ailleurs que du haut commandement, bizarrement. Et à l'usage, il se rend compte quand même qu'il garde un pouvoir d'influence sur le cours de la bataille de Verdun, sur l'importance prioritaire qui lui est apportée par rapport au champ de bataille de la Somme. Donc finalement, c'est vrai qu'il participe à je n'ose pas appeler succès, à ce non-échec français à Verdun, qui va pourtant revêtir une dimension symbolique énorme, effectivement. Même si Philippe Pétain ne participe pas à la victoire finale auprès de ses troupes à Verdun, la bataille de Verdun va devenir un symbole tel que ça va le suivre toute sa vie, ce qu'on peut assez facilement comprendre. Mais en 1940, quand il est appelé à diriger l'État français, c'est vraiment quelque chose qui va être mis en avant en permanence par la propagande. Comment ça s'organise à Vichy et comment les services vont utiliser cette bataille alors que les Allemands sont juste à côté et ont finalement perdu la bataille de Verdun? À la fin de la Première Guerre mondiale, donc, le nouveau maréchal Pétain se voit accoler l'épithète qui ne le quittera plus de vainqueur de Verdun. Même si entre les deux guerres, il peut y avoir des controverses, je dirais, entre historiens militaires sur qui a fait quoi et quels sont les responsables de quoi. C'est vrai que pour l'opinion, pour la presse, il est le vainqueur de Verdun. C'est une sorte de synonyme de son nom. Lui-même n'instrumentalise pas cette situation. Je dirais qu'il s'efforce de se mettre au service de la mémoire des combattants de Verdun, par exemple en leur rendant hommage dans de nombreux discours et célébrations, et en étant un des artisans principaux, en tout cas les plus visibles, de la construction de l'ossuaire de Douaumont entre les deux guerres. Et il est vrai qu'en mai-juin 1940, il y a une réviviscence de ce terme de vainqueur de Verdun. Lorsqu'on lui confie le gouvernement dans une situation militaire désespérée, on n'attend pas de lui qu'il la redresse, car à l'impossible nul n'est tenu, mais il est évident pour tout le monde qu'il sera le garant de l'honneur national et de l'intégrité du pays. C'est cela que ça signifie être le vainqueur de Verdun. Au fond, il a un tel capital d'honneur et de victoire que normalement il va pouvoir en dépenser une petite partie pour compenser la situation de la France défaite, et on espère qu'il en imposera aux Allemands pour qui la bataille de Verdun a également revêtu une portée symbolique essentielle. D'autre part, on ne peut pas croire, bien entendu, qu'il sera complaisant avec les Allemands, avec l'Allemagne, sans parler de trahir, bien entendu. Ce thème est très utilisé par la propagande de Vichy.
et par Pétain lui-même dans ses discours. J'ai été parmi vous au moment des jours glorieux, je reste parmi vous dans les jours sombres. Il est vrai que, voilà, lorsqu'il est représenté sur les affiches, dans les dessins, avec son uniforme de maréchal de France, c'est cela qui est suggéré. Et d'autre part, il est très apprécié des anciens combattants de la guerre de 1914-1918. Il a la réputation d'un chef humain, économe de vie, et ils sont prêts à cet égard à lui faire confiance. Ils lui feront longtemps confiance, éventuellement même encore après 1945. Pour finir sur cette histoire de Philippe Pétain avec Verdun, donc il meurt en 1951, le gouvernement de l'époque le fait enterrer à l'Île-Dieu, alors que lui aurait voulu être enterré, ou en tout cas reposer au milieu des restes des combattants de Verdun à l'ossuaire de Douaumont. Ça ne va pas être possible. Pourtant c'est une histoire qui va perdurer dans les années 70, quand un commando un peu rocambolesque va essayer d'enlever le cercueil de Philippe Pétain pour l'emmener à Verdun. Ce qui est un peu la dernière, le point final de l'histoire de Philippe Pétain et Verdun, puisqu'après ça, il ne pourra plus jamais aller à Verdun, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement cette histoire du transport du cercueil du maréchal? Alors, dans les années 1930, le maréchal Pétain avait exprimé dans ses dernières volontés le désir d'être inhumé à l'ossuaire de Douaumont parmi les combattants de Verdun. Et il y avait même une statue équestre qui avait été maquettée et prévue pour ce faire. Quand il meurt effectivement en 1951, il n'est plus question de rien de tel. Il a été condamné, il est toujours détenu à l'Île-Dieu et le gouvernement ne cherche qu'à s'en débarrasser à moindre frais politiques et symboliques, et il est donc inhumé sur l'Île-Dieu. À partir de ce moment-là, parallèlement aux campagnes de révision de son procès, qui amènerait une réhabilitation à Vichy, se met en place une campagne réclamant le transfert de ses cendres à Douaumont, qui n'a évidemment pas lieu, si bien que au début des années 1970, une bonne vingtaine d'années plus tard, un commando composé d'anciens de l'Algérie française et de croque-morts professionnels décide de tenter le coup d'un transfert sauvage, se rend clandestinement sur l'Île-Dieu, exhume son cercueil de nuit et le transporte sur le continent, puis jusqu'à Paris où l'équipée se termine, car au fond personne ne sait que faire du cercueil et comment faire aboutir ce coup d'éclat. Et donc retrouvé par la police, le cercueil est très très vite retransporté sur l'Île-Dieu, alors où il connaîtra de dernières péripéties avec les dépôts de gerbes du président de la République, à savoir François Mitterrand, qui se termineront par un dernier scandale en 1992, quand Serge Klarsfeld va réclamer que cessent ces hommages officiels.